Que se passe-t-il quand un président entre dans une prison sans prévenir, sans caméra, sans protocole? Ce n'était pas un rêve, ni une mise en scène, mais un matin réel dans une ville poussiéreuse d'Afrique de l'Ouest. Le soleil venait à peine de se lever sur Ouagadougou, capitale du Burkina Faso, lorsqu'un homme vêtu simplement d'une chemise marron s'engouffra dans une voiture discrète et murmura à son chauffeur « Conduis-moi à la prison ». Cet homme, c'était Ibrahim Traoré, président en exercice. Pas un dictateur, pas un roi, mais un soldat devenu chef d'État et aujourd'hui, un témoin volontaire du silence des oubliés. Ce jour-là, il n'y avait ni cortège ni discours officiels. Seulement la volonté de regarder en face ce que tant d'autres préfèrent ignorer, l'injustice étouffée, la misère judiciaire, les hommes brisés derrière les barreaux. Ce geste allait marquer un point de bascule, un symbole d'espoir pour les uns, un défi pour les puissants. Si vous pensez que la dignité humaine vaut plus que les apparences, abonnez-vous et suivez cette histoire jusqu'au bout. La chaleur était étouffante même pour un matin de saison sèche. Les ruelles autour de la prison centrale de Ouagadougou étaient désertes, à peine troublées par le ronronnement sourd d'une voiture banalisée. À l'intérieur, tout changea en quelques secondes. Lorsque Ibrahim Traoré, président en exercice du Burkina Faso, franchit les grilles du centre pénitentiaire, les gardiens se figèrent. Aucun ministre, aucun responsable des médias, aucune escorte officielle. Juste un homme en tenue civile, déterminé à voir ce que personne ne voulait lui montrer. Le directeur pâle comme un linge s'inclina en s'essuyant le front. « Excellence, nous ne savions pas. » « Je ne suis pas venu pour être salué, » répondit Traoré calmement. « Je suis venu pour comprendre. » Il traversa lentement les couloirs crasseux, les cellules alignées, les cris étouffés derrière les barreaux. Chaque pas résonnait comme une accusation. C'est dans une aile surnommée la zone morte qu'il le rencontra, Emmanuel, 39 ans autrefois, comptable dans une entreprise de distribution. Accusé d'un détournement de 7 millions de francs, CFA, arrêté, sans preuve formelle. Il attendait un procès depuis 7 ans. « Je n'ai jamais volé, je n'ai jamais été jugé, je ne suis même pas allé au tribunal. » Il le disait sans colère, sans haine, comme s'il avait renoncé à être cru. Traoré s'assit à même le sol face à lui. Il ne parlait pas, il regardait, écoutait. Et lorsqu'il rompit le silence, ce fut avec ces mots. « Je vous crois, Emmanuel, et je ne laisserai plus jamais un citoyen disparaître dans le ventre de cette machine sans nom. » Ce moment fut bref, mais il allait marquer un tournant moral pour tout le Burkina Faso. Le lendemain, le nom d'Emmanuel se répandit dans les réseaux. Les rédactions de Africa News s'en emparèrent. Un président dans la prison, un prisonnier oublié, une promesse. Et pour Ibrahim Traoré, ce ne fut pas un simple geste symbolique. C'était le début d'une croisade contre l'oubli, contre l'abus de pouvoir, contre les rouages silencieux de l'injustice. De retour au palais présidentiel, Ibrahim Traoré ne perdit pas une seconde. Il convoqua en urgence le ministre de la Justice, le chef de la Cour suprême et le directeur de l'administration pénitentiaire. Dans la salle des cartes transformée pour l'occasion en salle de crise, il posa la fiche d'Emmanuel sur la table. Ce nom, c'est celui d'un homme que nous avons laissé mourir à petit feu. Il n'est pas seul. Je veux la liste de tous les détenus sans procès depuis plus de 2 ans. Cette nuit, pas demain. Un silence de plomb tomba dans la pièce. Personne n'avait jamais vu le président dans cet état calme mais tranchant comme une lame. Dans les heures qui suivirent, le palais se transforma en cellule d'investigation. Dossiers ouverts. Non vérifiés. Témoignages recoupés. Les premiers chiffres tombèrent, plus de 3200 détenus au Burkina Faso étaient incarcérés sans jugement. Une soixantaine depuis plus de 5 ans. Plusieurs centaines sans aucun accès à un avocat. Traoré, indigné, convoqua les médias pour une allocution inattendue en direct. « Ça, à mes concitoyens, ce que j'ai vu hier n'est pas digne de notre peuple. L'État ne peut exiger la loyauté s'il trahit la justice. Nous allons revoir chaque dossier, nom par nom, destin par destin. » Le lendemain, Africa News France. 24 et plusieurs chaînes africaines diffusèrent en boucle cette déclaration.
Les réactions furent immédiates. À Bobo-Dioulasso, une foule se rassembla devant le palais de justice, brandissant des pancartes. « Nous sommes tous Emmanuel ». À Paris, une tribune signée par des intellectuels franco-africains salua le courage moral d'un président africain qui brise le tabou de l'injustice judiciaire. À l'Assemblée nationale, l'opposition, pourtant critique du régime, déclara publiquement soutenir l'enquête. Le nom d'Ibrahim Traoré, jusqu'alors associé à la lutte antiterroriste, entrait désormais dans l'histoire comme le président qui osait regarder ses propres institutions dans les yeux. Quelques jours après sa libération officielle, Emmanuel fut invité au palais présidentiel. Il arriva vêtu simplement, le regard encore marqué par les années passées derrière les barreaux. Ibrahim Traoré l'accueillit non pas comme un supérieur, mais comme un frère. « Vous avez survécu à ce que beaucoup n'auraient pas supporté. Maintenant, je veux que vous aidiez ceux qui n'ont pas encore retrouvé leur voie. » Contre toute attente, Emmanuel fut nommé commissaire délégué auprès du Conseil présidentiel pour la réforme judiciaire, avec rang d'observateur permanent dans les commissions pénitentiaires. Cette décision fit l'effet d'une bombe dans la classe politique. Pour le peuple, Emmanuel devenait un héros. Pour certains magistrats, un danger. Les réseaux sociaux burkinabais et internationaux, notamment via Africa News, relayèrent l'histoire « Un ancien prisonnier injustement condamné devient de la conscience d'un État en reconstruction ». Dans les rues de Ouagadougou, des fresques murales commencèrent à apparaître. L'une d'elles montrait Ibrahim Traoré tendant une clé à Emmanuel au-dessus des barreaux brisés. Des écoles demandèrent à Emmanuel de venir parler aux élèves. Des mosquées et des églises l'invitèrent à témoigner. Il déclina poliment. « Je ne suis pas un héros. Je suis une cicatrice vivante. Tant qu'il y aura des oubliés, je ne parlerai pas. Je continuerai d'écouter. » Pendant ce temps, la pression montait dans les coulisses du pouvoir judiciaire. Des juges en poste depuis des décennies, habitués à l'impunité, commencèrent à s'inquiéter. Un collectif discret, financé par des élites économiques, rédigea une lettre anonyme accusant Emmanuel d'ingérence morale illégitime. Traoré la lut, sourit amèrement et la jeta à la corbeille. Ceux qui ont peur de la justice sont ceux qui l'ont utilisée pour se protéger. Et pendant que certains tremblaient pour leurs privilèges, Emmanuel lui poursuivait sa route. Il visita 7 prisons en 15 jours. Il recueillit plus de 312 témoignages. Il envoya chaque soir un rapport personnel au président, manuscrit paginé daté. Chaque page commençait par la même phrase. « Monsieur le Président, aujourd'hui j'ai écouté. » Le 4 mars 2025, le président Ibrahim Traoré signa un décret présidentiel inédit dans l'histoire du Burkina Faso. Tous les dossiers de détention provisoire excédant 24 mois sans jugement feront l'objet d'un audit judiciaire complet dans les 90 jours. Le décret fut lu à la télévision nationale dans un silence de cathédrale. Dans les villages, on cessa de remuer le mil pour écouter. Dans les casernes, les soldats posèrent leurs armes. Dans les écoles, les instituteurs firent une pause pour dire « Écoutez, quelque chose est en train de changer ». Le décret fut suivi d'un plan d'action baptisé « Opération Vérité républicaine » piloté depuis la présidence. Emmanuel fut nommé coordinateur de terrain. Il devait visiter 21 centres de détention en 60 jours. Une mission titanesque, mais l'effet fut immédiat. Dans la ville de Kaya, une foule s'amassa spontanément devant la préfecture. Une femme âgée, tenant une lettre froissée dans sa main, cria à travers la grille « Mon fils est en prison depuis 11 ans. Il n'a jamais vu un juge. Est-ce que maintenant on va l'écouter? » Oui, pour la première fois, on l'écouta. Des magistrats furent contraints de dépoussiérer des dossiers oubliés. Des avocats commis d'office reçurent enfin les moyens de défendre sérieusement leurs clients. Des procureurs furent publiquement interrogés par la commission sur des cas restés en suspens. Et dans l'Assemblée nationale, chose rare, une motion de réforme judiciaire fut déposée conjointement par des députés de la majorité et de l'opposition. Elle proposait l'obligation de publication annuelle des statistiques judiciaires. Un droit renforcé d'accès à un avocat dès la garde à vue. La création d'un observatoire citoyen des prisons.
Jamais depuis l'indépendance, le Burkina Faso n'avait connu une telle dynamique d'assainissement institutionnel. Mais tout cela n'aurait jamais vu le jour sans une visite imprévisible du président à une cellule sombre ni sans le courage d'un homme brisé qui refusa de se taire. 2 mois après le lancement de l'opération Vérité républicaine, les premiers résultats tombèrent. 18 magistrats suspendus, dont 6 pour négligence grave. 117 cas de détention prolongée débloqués. 42 personnes libérées faute de preuves ou vices de procédure. Des excuses officielles présentées par l'État aux familles concernées. Mais au-delà des chiffres, quelque chose de plus profond changeait. Dans les quartiers périphériques de Ouagadougou, on parlait désormais de droit comme d'un bien réel, pas d'un luxe réservé aux riches. Les écoles secondaires organisaient des clubs civiques. Des jeunes débattaient de ce que signifie l'état de droit. À Dédougou, une institutrice déclara à la télévision « Pendant longtemps, nous avons enseigné la Constitution comme un texte mort. Aujourd'hui, nos élèves nous demandent « Est-ce qu'Emmanuel va venir parler ici ?» Dans les couloirs du ministère de la Justice, l'effet Traoré se faisait sentir. Les juges commençaient leurs audiences à l'heure. Les greffiers vérifiaient 2 fois les convocations. Même les chauffeurs de prisonniers affichaient plus de rigueur. Un haut magistrat interrogé anonymement par Africa News confia « Ce président nous a obligés à regarder notre propre conscience. Ce n'est pas confortable, mais c'est juste. À la présidence. » Traoré refusait tout triomphalisme. Chaque soir, il recevait les rapports d'Emmanuel, annotait personnellement certains dossiers, envoyait des notes manuscrites à ses ministres. Il relisait les témoignages. Il apprenait les prénoms. Et surtout, il répondait. À une femme de Banfora, il écrivit « Votre fils a été oublié, mais vous ne l'avez pas oublié. Grâce à vous, nous allons réparer. » Le style présidentiel se transformait. Moins militaire, plus proche. Moins vertical, plus fraternel. Un journal indépendant titra « Ibrahim Traoré, le président qui écrit des lettres ». Mais dans l'ombre, les forces hostiles commençaient à s'organiser. Lorsque l'affaire Emmanuel franchit les frontières du Burkina Faso, ce ne fut pas par un communiqué officiel, mais par une vidéo virale. Un extrait, filmé clandestinement dans la cour de la prison, montrant Ibrahim Traoré serrant la main d'Emmanuel, entouré de prisonniers en larmes, fit le tour des réseaux sociaux. Relayée par des diasporas africaines à Paris, Montréal, Washington, cette vidéo devint rapidement un signal politique. La chaîne Africa News, basée à Bruxelles, consacra une émission spéciale « Burkina Faso, quand un président descend dans les cellules pour écouter la douleur ». Dans l'émission, plusieurs experts français saluèrent une rupture politique inédite. C'est la première fois qu'un président africain fait de la justice un acte de courage physique. Il s'expose, il descend, il confronte le réel. À Paris, Le Monde diplomatique publia un éditorial au ton rare. Ibrahim Traoré rappelle aux démocraties anciennes que la justice ne se réforme pas dans les bureaux, mais dans la poussière des injustices concrètes. À Washington, des chercheurs du Wilson Center organisèrent un colloque intitulé « Justice, réforme et légitimité, le cas burkinabé ». Ils y évoquèrent un leadership moral disruptif, basé non pas sur des modèles importés, mais sur une éthique endogène enracinée dans la culture de redevabilité traditionnelle. L'ambassadeur américain à Ouagadougou, pris de court, publia un tweet diplomatique mais révélateur « Nous saluons les efforts du président Traoré pour renforcer l'état de droit et les droits de l'homme. » Mais en coulisses, la prudence dominait. Certains diplomates occidentaux voyaient d'un œil inquiet la montée en popularité de Traoré, craignant qu'il ne devienne un modèle alternatif aux démocraties libérales dites classiques. Et pourtant, partout dans la diaspora africaine, un mot revenait espoir. À Harlem, un pasteur burkinabé termina son sermon par ces mots « Si l'Afrique doit guérir, elle aura besoin de dirigeants capables d'écouter les murs des prisons. » Alors que la presse occidentale tentait de rattraper le fil des événements, la personnalité d'Ibrahim Traoré commença à fasciner les éditorialistes. The Guardian titra
A rare kind of leader, Ibrahim Traore's quiet revolution in Burkina Faso. The New York Times publia une tribune de l'historien Marcus Glennon, spécialiste des révolutions constitutionnelles. En libérant un homme, il a réveillé un pays. Traoré incarne cette rare figure du pouvoir qui cherche non à régner, mais à réparer. L'ONU, via le Haut Commissariat aux droits de l'homme, publia une déclaration saluant les efforts de réforme du système carcéral burkinabé, tout en proposant un soutien technique pour l'audit des centres de détention. Amnesty International ouvrit un bureau temporaire à Ouagadougou pour documenter les cas révisés dans le cadre de l'opération Vérité républicaine. Les universités s'y intéressèrent également. À Sciences Po Paris, un séminaire exceptionnel intitulé « Traoré et le défi africain de la justice postcoloniale » afficha complet en 24 heures. À Yale, un cours d'éthique publique plaça la doctrine Emmanuel comme étude de cas. Mais la transformation ne s'arrêta pas à l'Académie. À Bruxelles, des élus du Parlement européen évoquèrent un modèle burkinabé dans les discussions sur la coopération au développement. Plusieurs députés demandèrent à ce que l'aide européenne soit orientée vers le renforcement de la justice participative au Burkina Faso. Pour les populations africaines en France, cette nouvelle narrative changeait tout. Lors d'un rassemblement à Lyon, une Burkinabé de 70 ans déclara « Quand j'étais jeune, on disait que l'Afrique imitait. Aujourd'hui, c'est l'Europe qui regarde. » Dans cette inversion de regard, Africa News joua un rôle crucial. Documentaires, enquêtes, interviews exclusives avec Emmanuel et ses coéquipiers. Une série intitulée « Les oubliés réhabilités » atteignit un record d'audience dans toute l'Afrique francophone. Le nom Burkina Faso, longtemps associé à la pauvreté ou au terrorisme, devenait enfin un synonyme d'intégrité de courage et de lumière judiciaire. Dans une salle d'archives à moitié éclairée, Emmanuel passait en revue les dossiers de l'ancienne inspection des finances. Un nom surgit comme une gifle venue du passé, Laurent Guillard. Son cœur s'arrêta un instant, tout remonta. Le faux audit, la plainte montée de toutes pièces, les menaces voilées, le silence coupable de ses collègues, et enfin la cellule. Il relut le document 3 fois. Le tampon ne mentait pas. Guillard, jamais inquiété, agissait désormais en tant que consultant en gouvernance pour un programme de lutte contre la corruption financé par plusieurs bailleurs internationaux. Emmanuel chancela. Il sortit du bureau, marcha à travers les couloirs du palais présidentiel, chaque pas résonnant comme une alerte. Dans le bureau présidentiel, il déposa le dossier sur le bureau de Ibrahim Traoré, les yeux brillants, non pas de haine, mais de détermination. « Monsieur le Président, cet homme, c'est lui. C'est lui qui m'a envoyé en enfer. Et aujourd'hui, il donne des leçons d'éthique au ministère. » Traoré prit le dossier, feuilleta, respira lentement. « Vous êtes certain, je n'ai jamais été aussi sûr de rien. Très bien. Il est temps que la justice regarde ses bourreaux en face. » Quelques heures plus tard, un mandat d'arrêt international fut discrètement émis. L'affaire fut tenue secrète. Aucune fuite, aucun tweet. Mais quand la police judiciaire appréhenda Guillard, un second coup de théâtre se produisit. L'homme ne nia rien. Au contraire, il demanda à parler. Il exigea d'être entendu, non pas pour se défendre, mais pour confesser. « Ce que j'ai à dire changera tout ce que vous croyez savoir sur les années passées. » Dans une salle d'interrogatoire sécurisée, Laurent Guillard, les poignets menottés, demanda une chose, un enregistrement officiel et la présence d'un juge indépendant. Ses premiers mots furent clairs, sans détour. « Je plaide coupable, non seulement pour avoir fait condamner Emmanuel, mais aussi pour avoir été le bras financier d'un système. » Pendant 3 heures, il déroula une toile d'araignée que personne n'osait imaginer. Il cita des noms hauts magistrats, chefs de cabinet, responsables d'entreprises publiques. Il remit des documents, des relevés bancaires, des copies de correspondance. Il raconta comment, durant des années, un groupe influent avait profité des failles judiciaires pour éliminer des opposants, accaparer des marchés et neutraliser ceux qui osaient alerter.
Emmanuel n'était qu'une victime parmi tant d'autres, mais sa chute avait été utilisée comme un avertissement silencieux à tous les autres lanceurs d'alerte. La stupeur gagne à tous les étages du pouvoir. Le président Ibrahim Traoré, en apprenant l'ampleur de la révélation, convoqua un conseil de sécurité exceptionnel. Il déclara « Nous ne sommes plus face à une simple réforme. C'est une purification, et elle ira jusqu'au bout quel que soit le prix. » Quelques jours plus tard, une commission d'enquête spéciale fut créée avec pouvoir d'instruction indépendant. Plusieurs figures de l'ancienne élite furent placées en garde à vue. Certains prirent la fuite, d'autres commencèrent à parler. Ce n'était plus une réforme, c'était une rupture historique. Et tout avait commencé par une simple visite en prison. Le Burkina Faso n'est plus le même. Dans les villages naguère oubliés des juristes bénévoles, enseignent désormais le droit dans les écoles primaires. Dans les prisons, des cellules transformées en bibliothèques accueillent des détenus devenus écrivains. Emmanuel, lui, continue de marcher de ville en ville, non pas comme une victime, mais comme un témoin vivant d'un peuple qui s'est relevé. Et dans son bureau présidentiel, Ibrahim Traoré, cet homme que beaucoup disaient trop jeune, trop militaire, trop radical, regarde une photo encadrée Emmanuel libre, entouré d'enfants, tenant un livre de droit en main. Lors d'un discours historique au stade du 4 août, il déclara devant des dizaines de milliers de citoyens en larmes « Nous ne demandons plus la permission d'être libres. Nous nous sommes levés et nous l'avons arrachée. » Aujourd'hui, dans les bulletins de Africa News, dans les débats à Paris, comme à Bamako, un nom revient avec gravité et respect, Ibrahim Traoré. Si l'histoire d'Ibrahim Traoré vous touche, partagez cette vidéo. Abonnez-vous pour suivre le réveil d'un continent qui refuse désormais de courber les chines. Et vous, croyez-vous encore que la justice peut renaître du silence?